La parole et le micro est déjà en marche, hein, juste utilisez-le. Je vous remercie. Je tiens d'abord à vous féliciter pour ces assises consacrées aux apprentissages, parce que lorsqu'on parle de l'élève, c'est des apprentissages. Et de m'associer aussi à cette séance pour parler un peu de ce que nous faisons en tant qu'instance nationale d'évaluation du Conseil. C'est-à-dire, nous sommes dans notre mission, à savoir accompagner le système éducatif en termes d'évaluation, de publication de rapports, de manière à faire évoluer quand même notre système éducatif. Le PNEA dont je vais parler, donc là, en premier temps, je voudrais quand même donner une idée. Qu'est-ce que c'est que le PNEA, Programme national d'évaluation des acquis? C'est un programme qui a été conçu il y a quelques années, 2008. Mais c'est un programme qu'on a stabilisé en 2019. Pourquoi stabiliser? C'est-à-dire, bon, il y avait tout un travail théorique à la fois avec les acquis de la science, en s'inspirant des enquêtes internationales pour pouvoir en faire un instrument d'accompagnement des apprentissages à grande échelle. Alors, qu'est-ce qui est ciblé? Ce qui est ciblé, c'est la dernière année du primaire et la dernière année du collège. Pourquoi ces 2 années? Parce que c'est des années charnières et ça nous donne une idée sur l'état de nos apprentissages, à la fois lorsqu'un élève quand même arrive jusqu'au 6e année primaire et lorsqu'il arrive à la 3e année du collège. Et ça permet, parce que finalement le PNEA c'est un outil d'accompagnement, de veille, et aussi pour aider la politique publique à revoir évidemment les méthodes pédagogiques, ainsi de suite. Ce qui est ciblé aussi comme matière, c'est presque toutes les matières, c'est-à-dire au primaire, c'est l'arabe, le français, l'éveil scientifique et les mathématiques. Au collège, pareil, c'est-à-dire c'est physique, en plus de l'arabe, français et les maths, c'est les physico-chimie aussi. Donc, c'est comment on fait, comment on procède, c'est-à-dire il y a des tests, nous passons des tests aux élèves, de tests qui sont standardisés, comme les enquêtes internationales, comme les tests des enquêtes internationales, c'est-à-dire Teams, Pearce, etc., qui sont calibrés. Et un test, par exemple, plus de 40 000 élèves ont passé le PNEA 2019, et un questionnaire élève, un questionnaire directeur et un questionnaire enseignant. C'est-à-dire que notre but n'est pas uniquement d'avoir des tests, mais d'avoir des tests qui sont corrélés à un certain nombre de variables qui sont le contexte socio-économique, le climat scolaire, la formation des enseignants. Et au niveau de l'analyse, nous analysons évidemment pas variable par variable, mais aussi nous essayons de voir quelles sont les variables peut-être qui jouent le plus qui affectent nos apprentissages. Bon, vous avez là un schéma, c'est-à-dire un graphe. Tout ce qui est colonne, c'est-à-dire c'est un classement des compétences des élèves. Donc je tiens à souligner que l'évaluation se fait sur le programme prescrit, c'est-à-dire le programme qui est celui de l'éducation nationale. Donc on voit là, par exemple, le français, il y a les 6 colonnes, donc c'est la 5e colonne, c'est uniquement 12%, on peut dire, des élèves qui ont assimilé entièrement le programme. 17%, ils sont un peu mieux, mais les 3 dernières colonnes, disons la colonne 2, 1 et moins 2, ça veut dire que c'est des élèves qui ne réussissent pas du tout à suivre. Et bien encore plus pour le moins 1 qui arrive, c'est-à-dire qui arrive au primaire sans aucun acquis. C'est ce que ça veut dire. La 3e colonne, on peut dire, c'est des élèves sur lesquels on peut investir un renforcement, un appui, on peut les appuyer pour qu'ils soient un peu au niveau. Ça nous donne un peu une idée de notre, disons, un résultat qui concerne effectivement le français, parce que le français pose problème, la langue française pose problème. L'arabe n'est pas mieux, bon, c'est un petit peu mieux, mais on a les mêmes constats. Deuxième diapo, elle concerne évidemment aussi le primaire. On peut dire seuls 27% des élèves ont acquis 89% du programme.
Le reste, ils accumulent des lacunes. Donc notre PNEA, c'est-à-dire, c'est un instrument de mesure. C'est-à-dire, on essaie de mesurer les performances. On est disons, des rares pays en Afrique qui ont un programme national d'évaluation des acquis et des élèves de grande envergure. La suivante, là, c'est la 6e année encore primaire, selon la préscolarité. Ceux qui en bénéficient du préscolaire, ils ont un score élevé, variant entre 5 et 12 points. Ça réconforte évidemment tout ce que fait l'INDH en ce qui concerne le préscolaire. Ça réconforte aussi les associations qui travaillent dans le domaine du préscolaire. Le préscolaire agit et met sur les acquis, disons, des élèves. Là, on a un écart évidemment important entre le rural et l'urbain. Le rural et l'urbain avec de 10 points. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le milieu rural, les scores sont moins importants que dans le milieu. Et là, on compare avec l'urbain, évidemment public, pas l'urbain privé. D'accord. Mais l'urbain essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a de fortes disparités entre rural et urbain, et entre public et privé. Entre public et privé. Le privé est beaucoup plus élevé. Les filles performent mieux que les garçons aussi. Là aussi, c'est un constat. Bon, voilà un peu je n'ai pas voulu vous encombrer avec beaucoup de diapositives, mais juste pour donner une idée. Concernant le rural et l'urbain, parce que nous avons fait aussi, ça c'est une analyse qui est variable par variable, mais il y a une analyse qu'on appelle multivariée, c'est-à-dire pour voir quel est le poids de l'élève et le poids de l'établissement. Et lorsqu'on dit poids de l'élève, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les variables qui font l'élève, c'est-à-dire sa famille, le niveau d'instruction des parents, le milieu, est-ce qu'il est rural ou il est urbain, c'est-à-dire tout le contexte socio-économique. Pour l'établissement, c'est toute la formation, par exemple, des enseignants, l'infrastructure, etc. Ce que nous constatons, c'est qu'au niveau du primaire, de 6e année du primaire, c'est-à-dire il y a autant de poids qu'on peut accorder à l'élève qu'à l'établissement. C'est-à-dire, on a les deux effets qui sont égaux. Ça veut dire que si c'est 50%, ça veut dire que ce qui compte beaucoup aussi, c'est les conditions socio-économiques. Mais lorsqu'on arrive au collège, les conditions socio-économiques deviennent beaucoup plus importantes que l'élève, c'est-à-dire toutes les variables qui concernent l'élève, c'est-à-dire donc ça veut dire que au niveau du collège, c'est-à-dire que même lorsqu'on arrive au collège, lorsque les conditions socio-économiques sont défavorisées, on est encore pénalisé, beaucoup plus qu'au primaire. Bon, voilà un peu quelques résultats que donne le PNEA. Je peux souligner que le PNEA, c'est un instrument évidemment de suivi. Donc l'espace en 4 années, donc on a stabilisé en 2019, le prochain il est prévu pour 2024, et ça nous permet quand même d'avoir une idée globale sur l'état de nos apprentissages. Et évidemment, c'est un instrument qui pourrait inciter les pouvoirs publics, évidemment, à revoir ce qui doit être réformé au niveau des apprentissages. Merci beaucoup, Madame Borkia. Alors, si je comprends bien, et Madame Roukmeni tout à l'heure l'a précisé, il y a une réelle importance de la data. Et on est à l'ère de la data, donc il y a moyen aujourd'hui de monitorer réellement, non pas de manière générale, mais de manière aussi chirurgicale, pour que chaque individu, à la limite, puisse faire l'objet d'une évaluation et d'un accompagnement qui soit complémentaire par rapport à une tendance qui est générale. Vous confirmez Oui, bien sûr, je confirme. Bien sûr, je confirme. C'est-à-dire que ce que nous faisons, nous le faisons à grande échelle, mais il faudrait aussi qu'un autre travail se fasse à une échelle beaucoup plus locale. C'est-à-dire, ce que Madame a parlé, c'est un instrument qui cible la classe.
qui cible exactement la classe, comment améliorer l'écrit. Effectivement, le graphe que nous avons présenté ici, c'est PISA aussi. Je tiens à dire que PISA, c'est disons, un programme international de l'OCDE qui évalue aussi les compétences, mais des élèves de 15 ans. Le Maroc participe. Il participe et l'instance nationale d'évaluation, elle a fait l'analyse des données qui concernent le Maroc. Et on a comparé, non pas avec les pays très avancés, mais avec des pays émergents et avec, disons, la moyenne de l'OCDE qui est en bleu foncé. Et vous voyez, le Maroc, il est bien en bas. Même lorsqu'on compare avec, à l'échelle des enquêtes internationales, on voit bien qu'on a un problème d'apprentissage. Le plus important, c'est de savoir où on est. C'est ça, exactement. Quand on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va. Exactement. Merci. On va vivre une expérience, je dirais, terrain. Et on a la chance d'avoir avec nous Fred Abongo, qui est directeur associé des contenus et formations Inter Africa. Alors, Fred Abongo a expérimenté la méthode TARL, c'est-à-dire Teaching at the Right Level, en Afrique, au Kenya. Et vous êtes reconnu comme l'un des experts des contenus pédagogiques en rapport aussi avec l'arithmétique et notamment en matière de conception de matériel pédagogique. Il n'y a pas que l'enseignant, il y a l'environnement dans lequel il évolue et les outils qui sont mis à sa disposition. Et je sais qu'il y a un gros travail qui est effectué dans ce sens. Alors, Mr. Abongo, is the quality of learning issues specific to Morocco, or are they practical, actionable solutions? Thank you so much. First and foremost, I want to appreciate the invitation and being part of this panel today to share some of our experiences. And then secondly, I also want to appreciate governments and development stakeholders and partners for the work and the effort that they have put in to improve access to schooling. However, the learning levels, acquisition of basic reading and arithmetic skill is still a big problem. It's a problem that is beyond India, as we received it from Dr. Rukmini. It's a problem that is not only isolated for Morocco in Africa. Maybe we would say India is in a different continent. Maybe Africa is unique. This is kind of a bigger problem. And just to bring us to context, if you look at this data from some of the countries that we're currently supporting here in Africa, and this is data from grade 5 for the year 2021-2022 academic year, and after 5 years of schooling, look at Nigeria. 70% of learners can still not recognize alphabets in grade 5. 25% can recognize alphabets, but they cannot read simple words. Look at similar scenario in Zambia and Cote d'Ivoire. In fact, if you think maybe it's only a unique problem for the Anglophone countries, then look at Cote d'Ivoire, which is a Francophone country. 15% after 5 years of schooling cannot recognize alphabets. 37% of grade 5 can only recognize simple alphabet letters or sounds. Beyond that, now, the bigger question that then you ask yourself, and these are the same question that Dr. Rukmin was asking us, the same question India is asking themselves, is the same question that we're also asking ourselves in Africa. That supposing you put yourself in the shoes of a grade 5 teacher, and you walk into such a class, say the one of Cote d'Ivoire, grade 5. You're carrying with you a curriculum appropriate for that grade. So the first thing is, who will you teach and what will you teach? Are you sure they will be understanding what you are delivering? Remember, they are only left with very few years to complete their primary education. And these are very basic skills that should support their lifelong learning. So there is a bigger problem. And we need quite an urgent solution, a quicker solution to help us address such a big problem that we are looking at. Now, all is not lost.
And we may not need 5 more years to correct this. The solution is an evidence-based approach that has been tested. It's easy to implement and it's also cost-effective. The TAL approach, teaching at the right level approach, pioneered by Pratham in India. That is the same approach that is currently being implemented in a number of countries here on the continent. Now, briefly, we're going to be looking at some of the things, but let me go deeper into what exactly goes into this TAL approach. So, after training instructors or teachers, the primary thing that the teacher has to do first is to understand the learning levels. Where exactly is everyone in my class? And they use a very simple one-on-one assessment. It is not like an exam where you distribute papers and then you collect and then you go mark. You have to sit with every child to take them through a reading exercise or to take them through a simple solving of basic maths operation and number recognition to be able to understand. Sometimes it does not just need an X to show that you failed or a tick to show that you passed. A teacher, by being able to sit down with the learner individually, you can be able to understand this learner got the answer, but what process did they use to get the answer? Is it the most efficient process that would be appropriate to help them build on this, looking at the more complex stuff that they are supposed to be looking at in that particular grade? Sometimes if the learner fails something, the teacher then is able to understand the reason why the learner did not get. And so after the assessment to identify the learning abilities, learners are then grouped into simple learning levels. Learners with similar abilities are put together, and TAL approach has specific activities designed for each level to start with them from the level where they are and to take them to where they need to be. Now, there are activities for either learners at beginner and later level to quickly help them move with speed. So the goal of the whole process is to make sure that if you are at beginner, we need to quickly help you to get to the story level. And reading story level with understanding. Now, after assessment, and the teacher has been able to place learners into appropriate learning groups, then they are going to be conducting simple activities. And the activities on the TAL approach are concrete. We start with practical demonstration of activities, manipulation of simple materials, commonly available in our everyday environment. And then from there, the activities transition to abstract. So let the learners understand, for instance, if you're talking about 8 plus 7, you carry 1. What is this 1 that we are carrying? I think that is the language that we have seen teachers telling us to adopt. So what is this 1 that we are carrying? So we have been taught almost all this concept in the abstract way, and TAL is now trying to help learners to acquire this using simple materials to be able to understand what exactly is this concept of place value that the teacher is talking about. Now, the activities start with whole class demonstration, where the teacher demonstrates the activity, and then from there they move to smaller groups where the learners get also the chance to demonstrate the activities that were demonstrated to them by the teacher, and to also learn from their colleagues, the aspect of peer learning. And after that, then every individual learner is also given a chance to also repeat the same process. And it is during this time then that the teacher is able to identify those learners who have not acquired the concept being delivered in class, and then find time to make sure that they also understand. So from whole class, small groups, and individual exercise. So therefore you are able to bridge the gap to be able to do that. Now during implementation, another very key important piece is the support that is required by the teachers. Dr. Rukmini used the analogy of the bicycle, but because it is still fresh with us, let me also use a similar analogy. Those of us that learned to ride a bicycle,
especially the two-wheeler, not these ones nowadays that are like you can balance yourself even if you don't know how to ride. The person who would hold the bicycle for you would be one who knows how to ride, because they can tell you not to look at the wheel. Vous pour pédaler sans tomber. Donc pendant la mise en œuvre, nous encourageons le soutien de l'enseignant, et les enseignants eux-mêmes doivent avoir des mentors. Des mentors, c'est des personnes qui sont formées pour l'approche TAL et qui ont appliqué cette approche, et ils vont aider l'enseignant à comprendre exactement ce qui se passe. Donc, ces mentors vont visiter les classes, les différentes classes, pour comprendre ce qui se passe et pour essayer de soutenir les enseignants quand ils sont vis-à-vis des défis. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Une dernière question. Quel est le pourcentage de la mise en œuvre de cette méthode? Est-ce que c'est un processus expérimental encore, ou est-ce que ça a été généralisé au niveau du système d'éducation du Kenya? Au Kenya, en ce moment, nous sommes encore à de certains niveaux. C'est pas encore généralisé, mais dans d'autres pays en dehors du Kenya, il y a des pays qui ont déjà mis à l'échelle ce programme, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria par exemple. Donc voilà, ils sont en train d'élargir ce programme. Et donc on peut regarder une carte et voir comment cette approche est en train de s'étendre à travers certains pays d'Afrique. Donc il y a une émergence du processus TAL en Afrique. Nous allons avoir une discussion avec M. Mustafa, parce que c'est lui qui est en train de tester et mettre en œuvre cette méthode au Maroc. C'est Chidali. Alors Chidali a enseigné pendant plus de 15 ans dans le cycle d'enseignement primaire. Il est devenu en 2016 inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire à la direction de Ouazzane, provinciale de Ouazzane. Et je sais que vous ne vous accordez aucune pause, puisque vous faites en même temps de la traduction de fiction, de fiction arabe vers l'anglais. Vous développez des jeux, des applications mobiles à vocation pédagogique. Vous êtes d'ailleurs à l'origine d'un manuel de lecture interactif destiné aux élèves de la première année du primaire. C'est pour dire la vivacité et la dynamique de Chidali. Vous êtes titulaire de licence en littérature anglaise, des diplômes professionnels en traduction multilingue et interdisciplinaire, et vous avez obtenu un diplôme en programmation informatique. C'est ça, vous êtes infatigable. Alors, je comprends que la hiérarchie vous ait demandé de venir intervenir et partager votre expérience. Alors, dites-nous, Chidali, vous qui êtes aujourd'hui en phase de test de la méthode TAL, ce que vous en pensez, comment est mise en œuvre cette méthode et comment vous l'avez ressentie vous-même. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier de l'invitation. C'est un immense plaisir du développement humain, d'autant plus que la thématique choisie pour cette année porte sur une question qui nous interpelle tous. La qualité de l'éducation peut-on faire une clé pour un développement humain? J'aimerais réagir à la question posée pour dire au début que le projet de soutien scolaire, selon l'approche TAL, qui est en cours d'expérimentation, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un ensemble de projets de réforme décrétés par la loi cadre 5117. Cette loi qui est en fait un pacte national qui assure la pérennité de la loi d'une part, et d'une autre part, il incite les différentes parties et les différents intervenants à converger leurs efforts et à œuvrer ensemble pour traduire les grands choix de la vision stratégique 2015-2030. Avant d'entrer dans les détails du processus d'implémentation de cette approche, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que le soutien scolaire constitue une composante essentielle dans l'ingénierie curriculaire en général et dans le curriculum du cycle primaire en particulier. Parce que nous avons consacré 9 semaines sur 34 de l'année scolaire comme des moments de soutien, de remédiation et de consolidation des apprentissages, ce qui donne un pourcentage de 27% du temps total de scolarité qui est dédié justement à la remédiation. Ce sont des moments prédéfinis dans le curriculum
et qui sont régulièrement répartis au cours de l'année scolaire. Pendant ces moments, les enseignants sont appelés à planifier, à gérer des séances de soutien en fonction, bien sûr, des difficultés identifiées chez les apprenants. Donc, cela dit, et à la lumière de ce que vient de dire Mme Borkia sur les résultats obtenus par nos élèves dans les tests d'évaluation nationaux comme le PNEA ou internationaux comme TEAMS et PIRLS, il est devenu impératif de remettre en question nos méthodes d'enseignement. Pourquoi les difficultés d'apprentissage persistent-elles, quoique le temps alloué à la remédiation est assez large. D'autant plus que quand on considère le taux de décrochage des élèves qui passent du cycle primaire au collégial, on se trouve face à un taux qui frôle les 70% des élèves qui ne parviennent pas à poursuivre leur scolarité. C'est vrai que le contexte de la pandémie n'a fait qu'accentuer ce taux. Les efforts fournis par le ministère pour récupérer et rescolariser ces élèves dont le cadre d'éducation non formelle n'a pas abouti à des résultats satisfaisants. Donc, devant cette situation, le ministère a essayé de redresser les choses, et cela qu'il a pris l'initiative de contacter les experts de Pratam pour convenir d'un plan opérationnel qui visera l'éradication de ce dysfonctionnement observé au niveau des apprentissages de base chez les élèves du cycle primaire. Et c'est là que va se déclencher le processus d'implémentation par la formation d'un premier noyau d'experts nationaux qui sont une cinquantaine d'inspecteurs pédagogiques représentant les 12 académies régionales. Ces experts qu'on appelle mentors de l'approche TARL, ont bénéficié d'une formation de 15 jours qui a été animée par l'équipe des experts indiens qui sont venus au Maroc le mois de mai dernier. Par la suite, l'équipe des mentors est passée à la phase pratique pour expérimenter le modèle de remédiation proposé par cette approche, et dans l'objectif aussi de valider le dispositif qui a été développé en collaboration avec les experts. L'étape 3 a été la formation des équipes régionales, des enseignants TARL. Donc nous avons formé 600 enseignants issus de 250 écoles qui représentent les différents milieux, l'urbain, le périurbain et le rural. À l'instar des mentors, ils ont bénéficié d'une formation et puis ils sont passés à une pratique de 15 jours également pour expérimenter les outils qui ont été soumis à une adaptation et à un enrichissement par l'équipe des experts. L'étape de pratique de ces mentors a été au profit de 12 000 élèves bénéficiaires de ce programme de remédiation qui a pris terme vers le mois de juillet dernier. Donc jusqu'ici, on a fini la première phase et on est passé à la deuxième phase, le deuxième moment de l'expérimentation, par la définition d'un modèle expérimental qui s'articule autour de deux moments essentiels. Le premier concerne le soutien et la remédiation intensive le long du mois de septembre. Et bien sûr, elle a débuté par un pré-test et fin septembre, on passera un test intermédiaire, un midline test, pour vérifier l'impact du soutien intensif sur la qualité des apprentissages chez les apprenants. Deuxième moment, il va être un soutien intrascolaire étalé durant 3 mois, les mois d'octobre, novembre et décembre, pour finir par un moment d'évaluation et de synthèse sur laquelle on va décider sur les perspectives de généralisation de ce projet. Donc, je vais enchaîner maintenant sur la deuxième partie qui concerne l'approche TARL. Quelles sont les caractéristiques de cette approche de notre point de vue en tant qu'experts qui ont vécu et qui ont expérimenté cette approche dans les classes. Je commencerai par la dimension éthique pour dire que TARL a pu concrétiser et offrir les conditions favorables pour un enseignement plus équitable dans les classes expérimentales. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que le test TARL, qu'on appelle le test ASER, nous a permis de définir avec plus de précision quelles sont les lacunes et quels sont les besoins de chaque enfant.
Deuxièmement, parce que les scénarios de remédiation proposés dans le cadre de cette approche nous permettent, ou bien nous donnent un large éventail de choix, d'activités pour dispenser des séances de soutien convenables et spécifiques et individualisées en fonction des besoins de chaque apprenant. Deuxième dimension, c'est la dimension méthodologique. Donc, à partir de notre expérimentation, nous sommes convaincus que le test TARL, qu'on appelle en Inde le test ASER, a prouvé sa supériorité sur plusieurs niveaux. Premièrement, parce que c'est un test simple au niveau de sa structure, comme nous l'avons vu avec Dr Rukmini, ce sont des blocs sur une seule page. C'est un test qui est facile à passer individuellement, élève par élève, et non pas dans un contexte collectif, comme on a l'habitude de le faire avec les tests habituels. C'est un test qui est très économique en termes de temps, parce qu'on a besoin de 5 à 10 minutes pour couvrir les 3 disciplines ciblées, qui sont la langue arabe, le français et l'arithmétique. C'est aussi un test qui est unique et valide pour les 3 niveaux ciblés, 3e, 4e et 5e année. Je termine par une autre qualité que j'admire beaucoup. C'est un test qui est différent des autres tests. Ce n'est pas un pen paper test, comme le disent nos collègues indiens, parce que la plupart des blocs du test se font oralement, à l'exception de quelques opérations arithmétiques qu'on peut faire sur une ardoise. Donc je peux dire que c'est une dimension écologique aussi, parce qu'on ne gaspille plus de papier avec les tests TARL. La troisième dimension, la dimension pédagogique, et c'est là que réside vraiment la force de l'approche. Parce que derrière la simplicité apparente du concept, on découvre à travers les scénarios pédagogiques un spectre très riche et très diversifié de méthodes et de pédagogie active qui reflète cet aspect éclectique de l'approche TARL. Je citerai quelques exemples de scénarios où on adopte des activités ludiques. Et là, on se trouve dans la pédagogie du jeu. Nous avons des activités qui priorisent le peer learning, ça veut dire l'apprentissage par les pairs, et l'incitation aux interactions socio-cognitives entre les apprenants, ce qui relève du paradigme socio-constructiviste. Nous avons également des activités qui priorisent la remédiation à travers des activités écrites, ce qui est un trait marquant de la pédagogie freinée. Je termine par une dernière dimension, une dernière pédagogie qui sont des activités qui se focalisent sur l'apprentissage, qui encouragent l'observation, le tâtonnement et la manipulation des objets concrets, ce qui est une empreinte forte de la pédagogie Montessori. Quatrième dimension, la dimension professionnelle. Donc je rappelle à ce niveau-là que pendant la période où nous faisions l'accompagnement des enseignants dans leur pratique, nous étions tellement étonnés par le degré d'implication des enseignants et comment ils étaient investis à mettre en œuvre ces scénarios de remédiation avec leurs élèves. Ce qui, à notre avis, renforce l'hypothèse selon laquelle un enseignant qu'on responsabilise et un enseignant à qui on accorde une marge de manœuvre pour planifier et gérer son enseignement avec les élèves pourrait devenir plus créatif et plus efficace dans sa classe. Cinquième dimension, c'est la dimension humaniste. Et là, je pense que cette dimension constitue l'âme de l'approche TARL, parce que TARL met l'accent sur l'enfant en tant qu'être humain qui a besoin d'être encouragé, d'être motivé, de se sentir en sécurité. Et ces besoins affectifs ont été satisfaits dans le cadre de cette approche à travers la redéfinition de l'espace d'apprentissage, qui ne devrait pas être nécessairement une salle avec des tables alignées devant un tableau noir, mais pourrait plutôt être la cour de l'école, le jardin de l'école, ou même une salle sans équipement, à l'exception d'un tapis sur lequel on organise et on anime des séances de lecture ou des jeux en mathématiques. Donc tous ces détails et toutes ces variables didactiques, à notre avis, qui mettaient l'accent sur la dimension humaine chez l'apprenant, étaient susceptibles de faire aimer l'école aux enfants. Je termine par la dimension évolutive, et là j'aimerais l'illustrer à travers 2 points essentiels. Le premier, c'est que pendant notre pratique en tant que mentor et en tant qu'enseignant, nous avions des élèves handicapés qui ont participé à ce programme de remédiation. Ces élèves ont fait des progrès vers la fin des post-tests
qu'on a conduit dans les écoles expérimentales. Donc c'était une occasion pour vérifier à quel point l'approche TARL pourrait être flexible et s'ouvrir sur cette dimension de l'éducation inclusive. Le deuxième point, c'est que à la base, en principe, le protocole TARL travaille sur deux disciplines, une langue plus les mathématiques. Mais dans notre contexte marocain, on a fait la requête à nos collègues de Pratam pour inclure la première langue étrangère, qui est la langue française, et on s'est accordé sur un canevas méthodologique qui répond à cette requête et qu'on a adopté dans le modèle expérimental actuel. Donc ce sont dimensions qui, à notre avis, prouvent cet aspect flexible et adaptatif de cette approche. Je vais enchaîner par la suite, si vous permettez le slide suivant, pour parler des perspectives de généralisation. À présent, nous devons le confirmer que c'est grâce à une mobilisation collective de la part du ministère de l'Éducation et des différents partenaires et intervenants, en particulier l'INDH qui accompagne ce projet depuis le début. L'expérimentation se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons une dynamique extraordinairement forte qui s'est ressentie dans les écoles. Nous avons également un mécanisme de suivi qu'on a instauré à l'aide des équipes des mentors qui assurent le suivi de cette expérimentation dans les 12 régions. Nous avons également la mission de l'accompagnement des enseignants et l'observation des séances de remédiation dans les classes. À côté, nous avons également des partenaires internes et externes qui assurent un suivi parallèle et qui sont chargés de la collecte des données nécessaires pour élaborer le bilan synthétique vers la fin du mois décembre prochain. Donc, au regard de cette dynamique qui s'est créée, de cet enthousiasme ressenti partout, le ministère a eu le souci de développer un module informatique intégré à la plateforme nationale Massa, de façon à automatiser l'ensemble des tâches que nous avions déjà faites manuellement, à savoir la saisie des résultats, la création des groupes de soutien, la vérification des positionnements des apprenants, le suivi du progrès des apprenants. Donc, en d'autres termes, pour résumer, nous sommes très optimistes quant à l'impact attendu de cette approche sur la qualité des apprentissages de nos enfants et nous espérons pouvoir commencer la généralisation progressive de ce projet à partir de janvier 2023 avec l'espoir de pouvoir atteindre ou bien de passer de 12 000 élèves à 100 000 élèves bénéficiaires de ce programme de remédiation. Merci. Si Chideli, je pense que vous avez fait partager votre enthousiasme à l'ensemble, puisque tout le monde vous a écouté. Je pense qu'on peut le féliciter pour cette intervention. Et je devine ce qui peut se passer dans l'esprit de Fred Ebongo. Je pense que c'est vous qui serez invité au Kenya, puisque vous êtes en même temps anglophone, pour parler de l'expérience TARL marocaine au Kenya la prochaine fois. Alors, une autre dynamique qui a été engagée depuis quelques années, I think that you have understood my suggestion. He will be invited in Kenya, I'm sure. Une autre expérience qui a démarré et qui a été, comme aujourd'hui, qui a fait l'objet d'une incubation réelle, progressive, qui est celle du préscolaire. Une incubation dans laquelle l'INDH a été pour beaucoup, puisque l'initiative a été l'un des soutiens au moment où il y avait encore quelques interrogations. Or, aujourd'hui, on sait que le ministère lui-même porte carrément le nom d'éducation nationale, préscolaire et sport. C'est pour dire que cette implémentation a fait l'objet d'une incubation dont si Aziz va nous parler, Aziz Rechoua, qui est directeur général de la Fondation marocaine pour la promotion du préscolaire, et vous aviez occupé auparavant de diverses responsabilités dans les systèmes d'information liés à la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales et de l'éducation et de la formation au Maroc, et contribué à la mise en place du Conseil supérieur de l'enseignement au Maroc. C'est pour dire que le domaine de l'éducation, de son accompagnement, de son pilotage, de la mise en place des process informatiques de gestion, parce qu'il s'agit aussi de gérer des masses extrêmement importantes, est relativement, je dirais, usuel pour vous. Alors,
Je rappelle que vous êtes un pur produit de la formation marocaine. Hein. Vous êtes un lauréat ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Rabat et avec un MBA de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris. Et donc vous êtes revenu au préscolaire sur lequel vous avez beaucoup travaillé puisque grâce à vous aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de classes qui ont été engagées dans un process de qualité des apprentissages. Alors, parlez-nous de cette expérience et parlez-nous aussi de l'importance d'avant le préscolaire et du préscolaire dans la qualité des apprentissages pour préparer les générations futures. C'est Aziz, à vous la parole. Merci premièrement pour l'INDH d'organiser cette deuxième assise pour le développement humain, sachant que la première était dédiée à la petite enfance, au développement de la petite enfance, et je pense que les recommandations qui sont sorties de cette première édition ont permis une partie de ce que vous êtes en train de dire, à savoir qu'aujourd'hui le préscolaire est en train de devenir en fait un sous-secteur du système éducatif proprement dit. Je tiens également à rappeler quelques éléments essentiels avant d'approfondir la réponse à votre question. Le développement de l'enfant est un processus que tout le monde évidemment sait. C'est un processus continu. Il ne peut pas être en discontinu. Et ça démarre, bien entendu, avant la naissance. Et il y a des choses à faire pendant les 1000 premiers jours, et ensuite pendant la troisième phase, et puis après, pendant les phases suivantes. Les éléments essentiels sur lesquels je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que avant la naissance, il faut donner beaucoup d'attention à la maman, en termes de santé de la mère, en termes également de la phase de grossesse, et puis également le moment important de l'accouchement, sachant qu'il y a des statistiques qui démontrent que lorsque cette première phase se passe pas dans de très bonnes conditions, l'enfant est né avec un certain nombre d'handicaps, et par conséquent, il est déjà handicapé pour le restant de sa vie, au moins sur le plan cognitif et tout ce qui est psychologique et tout ce qui est communication, expression et apprentissage par la suite. Les 1000 premiers jours sont également importants. À ce moment-là, c'est par rapport à l'enfant lui-même, en termes de santé, en termes d'hygiène et en termes de nutrition. Sachant également que ces 1000 premiers jours, ça veut dire que ce sont les 3 premières années de la vie de chacun de nous, sont déterminantes pour pouvoir négocier la vie. Par la suite, c'est là où on apprend les premières syllabes, c'est là où on apprend les premiers mots, c'est là où on apprend à marcher, c'est là où on apprend à manger, c'est là où on apprend un certain nombre de fondamentaux de la vie qui sont en fait des révolutions par rapport à l'enfant. Et pourquoi j'insiste sur ça, c'est que l'enfant est né avec cette logique d'apprentissage tout au long de la vie. C'est de manière innée dans chacun de nous. Et je suis très content que lorsque j'ai entendu les deux intervenants par rapport à la méthode TARL, qui en fait finalement elle insiste sur l'individualisation du traitement de chaque élève. Et je pense que c'est ça l'astuce. C'est pour introduire le préscolaire, c'est exactement ce que nous avons fait sur le préscolaire, c'est que nous traitons chaque enfant de manière presque individuelle par les éducatrices et par les éducateurs. Sinon, ça ne marchera pas. On ne pourra pas traiter au niveau du préscolaire les enfants en ensemble, d'une manière commune ou d'une manière collective. C'est vrai, il y a des activités qui se font d'une manière collective, mais l'éducatrice est préparée pour pouvoir faire attention à chaque enfant, parce que chacun va évoluer d'une manière totalement différente des autres. Et donc c'est une phase pendant laquelle on prépare les enfants sur plusieurs sujets qui vont attaquer plusieurs dimensions par la suite. La slide suivante, si vous permettez. Voilà, merci. Alors, cette phase de préparation, pour faire bref, c'est 4 grands blocs sur lesquels il faut qu'on travaille. Premièrement, comme le lien après avec la scolarisation, il faut préparer l'enfant à l'étape suivante. Donc, on ne fait pas de lecture, mais on fait de la prélecture. On ne fait pas d'écriture, on fait de la préécriture. On fait du prémat et du graphisme. Si le temps le permet, on peut prendre certains exemples, mais juste pour dire par exemple que le A par exemple, pour un enfant c'est un jeu, c'est 3 traits, un trait horizontal et 2 traits obliques. Donc il apprend à faire les schémas de l'alphabet, que ce soit en arabe ou en français ou les chiffres, d'une manière très très simple, avec des coloriages, sur la terre, avec des objets. Ils jouent eux-mêmes en fabriquant les lettres, en fabriquant un certain nombre de choses. Et donc par conséquent, cette phase de préparation, ça encourage l'enfant à admettre
en fait son rôle par rapport à tout le processus d'apprentissage par la suite. Tout le travail se fait également par du jeu, principalement par du jeu en équipe essentiellement, et des activités en groupe, et pour inculquer dans l'enfant toutes les attitudes nécessaires pour la vie collective. Parce qu'après, on fait tous partie de la société d'une manière commune, donc chacun doit savoir qu'il est un individu qui fait partie d'un ensemble, d'un groupe, mais pour vivre collectivement, il y a un certain nombre de concepts à apprendre, à pratiquer, et surtout, avec ce deuxième bloc, on insiste sur le volet pratique chez l'enfant. Et sachez que, d'ailleurs ça a été dit par l'intervenant juste avant, c'est que c'est la partie pratique qui fera la différence. Parce que la théorisation, la conceptualisation, elle est toujours attractive, elle est séduisante, mais c'est la pratique qui fera la différence entre nous. C'est pour cela que chacun de nous, vous prenez un joueur de football, c'est la pratique qui fera la différence. C'est pas autre chose. Également, à travers tout le travail en groupe, on apprend aux enfants de travailler ensemble pour fabriquer des choses ensemble. Donc vous imaginez après l'impact sur le travail au niveau scolaire, mais également au niveau société. Également, on travaille un troisième bloc sur toute l'expression et la communication. Donc c'est le verbal, l'utilisation des gestes, des mots. Et il apprend le sens du verbe, le sens d'une phrase. Parce qu'une phrase, finalement, c'est pas un exercice, c'est pas uniquement recopier une phrase juste pour la recopier, mais c'est pour pouvoir s'exprimer, c'est pour pouvoir traduire une idée pour les autres, pour que les autres comprennent. Et c'est cette boucle également qui permettra de préparer les enfants à l'apprentissage par la suite. Le dernier bloc, c'est explorer, permettre à chaque enfant d'explorer ses multi-intelligences. Nous sommes tous créés d'une manière différente, mais nous avons des multi-intelligences. On peut revenir après pour les explorer, quelles sont ces multi-intelligences. Mais si chaque enfant découvre ses points forts, il pourra évoluer. Mais lorsqu'on traite les enfants de la même manière, on tirera finalement l'ensemble vers la limite la plus basse, pas la supérieure. Et également la découverte de soi, parce qu'à travers la découverte de soi, ça renforce l'ensemble du dispositif. Donc ce sont quelques éléments qui cadrent un peu le travail du préscolaire pour préparer l'élève à la suite. Merci. Merci. On va faire encore un tour avec quelques questions. Ensuite, on ouvrira la discussion avec la salle au cas où il y aurait des questions ou des interpellations. Alors peut-être, Fred Abongo, we have noted with Mr. Aziz that the concept of play and learn is very important for the basic learning. How is TAL is impacting this or implementing the process of play and learn? Yeah, thank you so much. So, TAL approach in itself is fun. It's fun. The activities are very interesting. Learners like them. One of the qualitative aspects I have observed in some of the programs that have been done after school, so learners are allowed to attend regular lessons and then spend either an hour or 2 hours after their regular schooling to participate in the TAL classes. Some cases we have seen learners missing the regular classes but being available for TAL class. They are absent in the morning, but they are coming back in the afternoon for the TAL class. What has changed? Le même endroit, la même infrastructure. Il y a quelque chose que TAL leur apprend. Et donc ça, c'est la magie dont on a parlé. Une des choses qui en fait est très importante et qui est au cœur de l'approche TAL, c'est ces outils d'évaluation très simples qui nous aident à mesurer les capacités de lecture et de mathématiques, de calcul pour les enfants. On utilise ces 2 pages ici pour faire une évaluation par individu, par élève, pour voir où que chaque enfant en est. Et c'est très rapide en fait. Et donc, à partir des résultats sont utilisés comme justement la base sur laquelle on va regrouper les élèves. Nous utilisons les résultats également comme un benchmark et c'est comme ça que nous pouvons mesurer le progrès. Donc, à un intervalle régulier, donc selon la durée de la mise en œuvre de ce programme, donc vous allez pouvoir dire, vous allez être en mesure de dire qu'après 80 heures d'enseignement, est-ce qu'on va faire une autre évaluation pour voir quel le progrès a été accompli et comme ça, après, nous pouvons ajuster nos pratiques d'enseignement.
Ce que nous avons vu était très bien. Donc on peut regarder exactement ce qui se passe, donc voilà, ici ou dans d'autres pays. Donc la diapo suivante. Donc si vous regardez les données qu'on a là-dessus, c'est des données des 3 pays qu'on a utilisés pour le niveau 3, le Nigeria, le Zambie et la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est les données 2021-2022 de l'année académique pour la classe 3, de la classe 3 du niveau 3 à la classe 4. Et vous voyez les chiffres, le nombre d'élèves dont on parle. Regardez le Nigeria par exemple, donc ce qui est utilisé, l'année qui est utilisée pour le benchmark. Combien d'apprentis nous avons à ce niveau qui ne connaissaient pas l'alphabet? 64%. Ceux qui ne peuvent reconnaître que les lettres. Donc nous avons 85% de ces élèves au Nigeria, ce niveau de base, qui sont au niveau de lettres ou même en dessous. Et si vous regardez après 80 heures d'intervention seulement, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas besoin de 5 ans pour changer notre situation. Nous pouvons en fait le faire beaucoup plus vite parce que TAL peut nous aider à le faire. Après 80 heures d'intervention, 1 heure par jour, et vous voyez, regardez comment le changement qui est opéré, on est passé de 80% à 30%. Donc ça c'est magique. Et regardez de 70% qui pouvaient lire l'histoire de l'Europe. Et nous sommes passés à 25%. Donc vous voyez encore un progrès qui a été accompli immense. Regardez ce qui se passe en Zambie. De 15% des élèves qui les lettres ou ne connaissent pas les lettres moins, nous passons à 18% après 40 heures d'intervention. La même chose pour la Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est pour plus de 1000 élèves. Regardons un peu ce qui s'est passé. Donc, les élèves sont passés de la lettre en dessous pour près de 73%. Et ceci a changé après 70 ans. On est tombé à 33%. Donc vous voyez comme comment on peut changer la situation très rapidement. Ça, c'est la magique de ce qu'on faisait. Et donc, qu'est-ce que donc pour que ces données soient crédibles, quand les enseignants ont fait leur évaluation, les mentors et les autres équipes sont venus également pour faire leur évaluation des enseignants aussi pour voir si ça correspond. Et donc là où on voit qu'il y a des différences, et bien s'il y a des différences, on doit demander à l'enseignant de réévaluer cet élève parce que sinon il va falloir changer le moyen d'instruction. Donc si vous êtes déjà au niveau de l'histoire, de lire l'histoire et quelqu'un qui se retrouve au niveau des lettres, donc ça pose problème. Donc merci beaucoup et je pense que c'est une méthode qui est très intéressante. Madame Bourkia, vous nous avez évoqué des méthodes d'évaluation puisque vous en avez la charge. Il y a eu d'autres discussions sur les évaluations qui ont été mises en place. Pour déterminer une méthode qui sera généralisée, adoptée par l'ensemble des acteurs, pour que tout le monde sache qu'il y a une vraie méthode qui est adoptée, qui est au moins nationale. Est-ce que vous imaginez un travail sur ce chantier avec l'ensemble des acteurs pour définir une méthodologie d'assessment ou d'évaluation? Prenez votre micro. Merci. Évidemment, nous le faisons à partir de ce que nous sommes supposés, selon nos missions, et de le faire. Mais je dirais, il faudrait qu'on se mette tous d'accord sur une chose importante qui est le sujet de cette journée et de ce panel, à savoir l'élève. Ça paraît évident aujourd'hui qu'on puisse parler de l'élève et qu'on puisse parler de la centralité de l'élève. Ce n'était pas évident pendant longtemps. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, il faut que ça converge vers l'apprentissage, vers l'élève. Donc la qualité, évidemment, des apprentissages, c'est ça qui est visé, c'est le noyau dur du travail de l'éducation. Donc si on est convaincu de cela, évidemment, il faut commencer par le commencement. Ce qu'a présenté
le ministère dans cette l'approche TARL qui est en expérimentation, je trouve que c'est très très important. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe en classe est très important. Les méthodes pédagogiques, les méthodes d'évaluation aussi au sein de la classe, de l'élève. Il y a une fixation sur la question de la note chez nous. C'est-à-dire dans notre système éducatif, ce qui est important, c'est d'avoir la note. Pourvu que ce soit qu'on a acquis ou qu'on n'a pas acquis, c'est la note qui compte. Alors que non, c'est l'apprentissage qui compte. Enseigner n'est pas apprendre, n'est pas l'apprentissage. On peut enseigner sans apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que l'enseignant soit formé, qu'il ait des objectifs au quotidien au sein de la classe, qu'est-ce qu'il va atteindre comme acquis pour les élèves, etc., etc. Donc moi je me réjouis qu'il y ait eu cette expérience et qu'il y a aussi l'idée de la généralisation et de la développer et de la généraliser. Je crois que ça c'est important. Toujours dans le même sens, il y a la formation des enseignants. C'est pour ça que je dis, quand je mets la centralité de l'élève, je dis qu'il faut une approche holistique. C'est-à-dire, il faut qu'on prenne la question par tous les côtés. Évidemment, il y a des côtés où il y a des dimensions qui sont beaucoup plus importantes que d'autres, mais toutes les dimensions sont importantes. C'est-à-dire ce qui se passe au sein de la classe. Si vous n'avez pas aussi un enseignant qui est bien formé, qui est au courant des derniers développements des apprentissages, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on a la classe, tout se passe au sein de la classe, je crois que c'est le volet le plus important. Mais on ne peut pas oublier aussi, parce qu'on a des données aussi, c'est-à-dire qu'on augmente le score des élèves lorsqu'il y a une bonne infrastructure aussi. Donc on a aussi tout ce qui se passe au niveau du climat scolaire. Lorsque je dis climat scolaire, il y a l'infrastructure, il y a les relations aussi au sein de l'établissement, il y a les règles, parfois qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on se comporte selon quelles règles, quelles normes. Quelles sont les règles de l'établissement? Donc il faut instaurer des règles, il faut instaurer des normes. Les relations aussi entre les enseignants et le leadership aussi de l'établissement qui est important. Donc selon nos scores, tous ces variables jouent dans le score des élèves. Autre chose, je peux dire que pourquoi les enquêtes internationales? Pourquoi le Maroc participe aux enquêtes internationales? Pourquoi il participe? S'il ne tire pas de leçons de pendant longtemps, depuis l'an 2000, qu'on participe à Teams et à PILS. Et à chaque fois, bien sûr, on a des résultats qui sont décevants, qui sont annoncés, qui sont pris par les médias, et puis ça passe. Non. Il faudra dorénavant quand même qu'on prenne note de cela pour pouvoir améliorer et dire qu'est-ce qui ne va pas, se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience dans ce sens. Nous avons intégré en tant qu'instance nationale d'évaluation et du conseil le programme TALIS et que nous avons initié. On aura l'enquête en 2024. TALIS, c'est un programme de l'OCDE, mais à travers lequel on va faire évidemment une évaluation et un rapport en 2024 qui concerne essentiellement les enseignants. C'est-à-dire quelles sont les connaissances aujourd'hui des enseignants. Et lorsque j'ai vu le questionnaire et lorsque j'ai vu toute la documentation qu'il y a derrière, je me suis dit, il y a tout un savoir. C'est-à-dire comment à travers ces enquêtes internationales, non seulement on améliore les acquis des élèves, mais aussi il faut renforcer les acquis justement des enseignants. C'est-à-dire la science aujourd'hui, elle est importante. C'est-à-dire l'éducation, c'est la science. Donc il faut qu'on soit au courant des nouveautés dans la science. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle, on parle de neurosciences, et tout ça, on doit l'intégrer évidemment dans notre savoir-faire en matière d'éducation. Donc lorsque je mets l'accent sur
les enquêtes internationales, c'est pas pour avoir uniquement des résultats, être les derniers de la classe ou parmi les derniers. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre connaissance de notre situation en termes d'apprentissage et puis de faire en sorte qu'on se mobilise pour aller de l'avant. Le dernier, évidemment, c'est notre mission. En tant qu'instance nationale d'évaluation et du Conseil, nous avons un instrument aujourd'hui qui, chaque 4 années, on va être au rendez-vous pour élaborer un rapport sur les apprentissages. Le PNEA 2024, il s'est préparé déjà depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, chaque année, il y a tout un travail qui est fait sur le PNEA 2024. Avec le concours de MCA, Madame Lasseri est par là que je remercie, et avec aussi l'expertise de l'OCDE, on a constitué une banque d'items, c'est-à-dire aujourd'hui, on le fait comme font les enquêtes internationales, c'est-à-dire toute une banque d'items qui a été conçue. Il y a eu aussi un effort pour passer pour la transition numérique, c'est-à-dire le TAO, testing par ordinateur. Encore faut-il qu'il y ait un effort colossal au niveau des établissements pour qu'ils soient équipés, c'est-à-dire de manière à ce que les élèves passent le test dans les contrées les plus lointaines, et nous, on a les résultats au niveau du Conseil. Donc, il y a tout un dispositif aujourd'hui sur le numérique qui est fait de manière à ce que les élèves passent le test sur ordinateur. Il y a tout un module qui a été ajouté parce que ce qu'on évalue, c'est les acquis des élèves, c'est-à-dire le programme prescrit. Mais nous, on a ajouté un module compétences, c'est-à-dire pour s'aligner aussi sur les enquêtes internationales, c'est-à-dire de manière à évaluer les compétences. Donc, on voit que tout ce que nous faisons, il faut que ça aille vers l'élève. Parce qu'autrement, c'est-à-dire on ne le fait pas pour le faire, mais la centralité de l'élève, je crois, est très très importante. Et c'est ce qui doit nous mobiliser tous. Parce que l'enfant, c'est son droit. Il ne faut pas oublier que l'enfant, c'est le droit à l'éducation. Et mettre cette question au centre de ce que nous faisons tous. Et c'est pour ça que je salue, évidemment, le ministère de l'Intérieur et l'INDH, et de s'associer à ce mouvement quand même de mobilisation pour nos apprentissages et pour nos élèves et pour nos enfants et pour le développement humain. Merci Madame Borkia. Je pense que le plaidoyer pour la centralité de l'élève a été très clairement entendu et tout ce qui se dira par la suite ne viendra qu'en support puisqu'on évoquera dans d'autres panels l'enseignant, l'environnement ou la classe, et puis les politiques publiques, mais il est clair que l'enfant est au cœur de toutes les préoccupations et que l'on évoque. Ils ne sont pas avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont en classe, sinon on les aurait invités également. Et sachez que tout ce qui est fait aujourd'hui est diffusé sur Internet et que d'autres enseignants peuvent le suivre en direct pour pouvoir accompagner. Mais je pense que ce qui est transmis aujourd'hui, c'est des éléments fondamentaux qui vont permettre de renforcer cette volonté de changement qui fait l'objet d'un vrai leadership. Alors, très brièvement, c'est Aziz Richoua, vous êtes le préparateur des équipes d'élèves, puisqu'ils passent d'abord par vous, après la mère et l'enfant, les problématiques de santé qu'on a vues, ils passent par vous au niveau préscolaire avant d'aller vers le primaire. Alors vous aussi, vous avez probablement des outils d'évaluation, de mesure, que ce soit celui de l'élève ou des enseignants. Vous pouvez nous en parler très brièvement. Bien sûr, merci. Tout d'abord, je remercie Madame Borkia pour son intervention. Et là, le slide, on l'a pas coordonné pour le préparer, mais moi je pense que c'est une convergence en cours. Scientifiquement, je pense que aujourd'hui c'est très affirmé. Nous aussi, lorsqu'on a démarré le travail en 2008 sur le préscolaire, et ça a été reconfirmé en 2019 lorsqu'on a également eu l'appui de l'INDH en démarrage de la 3e phase, c'est que tout le travail tourne autour de l'enfant. Et tout ce que vous voyez, les autres couches après, elles n'ont aucun sens si le résultat n'est pas apparent sur l'enfant. Donc il faut qu'on s'assure au quotidien que tout ce qu'on fait, que principalement les éducatrices qui sont au quotidien
face à nos enfants, il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les outille, il faut également qu'on supervise leur travail, qu'on contrôle leur travail pour s'assurer que le résultat sur l'enfant est visible. Ceci juste pour introduire le bloc évaluation. Alors, ce que nous avons fait avec l'appui de l'INDH depuis 2019 et une ONG internationale qui est spécialisée dans la data, ID Insights, nous avons monté tout un dispositif aujourd'hui qui est utilisé dans presque la moitié de nos salles de classe, rurales, périurbaines et urbaines, à savoir un système de suivi et d'évaluation des acquisitions des compétences des enfants. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte dès le départ que pour pouvoir permettre à chaque éducatrice de savoir au moins à une période et une fréquence périodique, est-ce que son travail a un impact sur l'enfant ou pas. C'est vrai, le travail d'éducatrice, il est préparé par des équipes pédagogiques, de la formation, de l'encadrement, etc. Mais si chaque éducatrice a la possibilité de savoir que, par exemple, à la fin de chaque mois, est-ce que le groupe d'enfants qu'elle a dans sa classe ont évolué par rapport à la trajectoire et à la progression pédagogique estimée au départ, on rendra l'éducatrice autonome dans son travail. Et c'est elle, à ce moment-là, qui va avoir le devoir et la responsabilité envers ses enfants. Sinon, le schéma inverse, si on n'a pas ce genre de dispositif, l'éducatrice viendra tous les jours, 8 heures par jour, elle va faire son travail, tel qu'on lui a dicté de le faire, à travers les documents, à travers la formation, etc. Elle repartira chez elle, et le lendemain, et ainsi de suite, mais aucun résultat sur les enfants, parce qu'on ne va pas le mesurer. Donc ce qu'on a mis en place, c'est deux dispositifs. Le premier, c'est par rapport aux élèves, mais le deuxième, qui est en cours de mise en place, c'est pour l'évaluation des capacités, des compétences et des pratiques pédagogiques de nos éducatrices partout où elles travaillent. Donc si vous remarquez les petites flèches, c'est pour dire que c'est comme si on est dans un schéma industriel, et ce sont des sondes qui nous donnent un certain nombre de data. Par exemple, pour le volet évaluation des acquisitions des enfants, c'est chaque 2 semaines, chaque éducatrice, avec des activités appropriées, elle va faire un exercice avec les enfants, elle va remonter la data. Chacune des éducatrices est dotée d'un smartphone avec une connexion. On a une application mobile qui fonctionne en mode déconnecté, en mode connecté. Une fois la connexion établie, la data remonte sur un système, et après toute l'analyse est effectuée par elle-même, parce qu'elle a accès à ces résultats, pour comprendre est-ce que ces enfants évoluent ou pas, pour qu'elles puissent faire des activités complémentaires pour certains enfants et pas pour d'autres, pour une activité et pas pour une autre. Parce que les compétences, comme j'ai dit au début, sont multiples, mais l'évolution de chaque enfant est totalement différente par rapport aux autres. Deuxièmement, ça alimente le travail des encadrants pédagogiques. Nous avons un encadrant pour 30 éducatrices. Donc chaque encadrant a la remontée de data pour qu'il puisse également détecter quelles sont les lacunes chez les éducatrices, chez une ou plusieurs de son groupe, pour qu'il puisse élaborer ses plans d'action d'encadrement, et également pour s'assurer que l'amélioration de chaque éducatrice est faite d'une manière continue. Et évidemment, ceci alimente également l'équipe qui s'occupe de la formation, pour comprendre que peut-être on a loupé quelque chose au niveau de la formation, ou pour réadapter les programmes de formation, mais également ça alimente les concepteurs des programmes pédagogiques. Peut-être qu'on a également des choses à améliorer au niveau du dispositif pédagogique. De la même manière, le deuxième dispositif d'évaluation des compétences et des pratiques des éducatrices, c'est chaque mois des ateliers en petits groupes sont organisés dans tout le territoire, des petits groupes de 7-8, pour pouvoir passer en revue un certain nombre de choses, mais également faire des évaluations de leurs pratiques à travers, donc les encadrants sont dotés d'outils appropriés pour le faire. Donc tout ceci, évidemment, nous permet, premièrement, dans votre intervention au début, la data est devenue une colonne vertébrale du travail pour tout le monde. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'exercice qu'on a fait parce que c'est un projet qu'on a démarré en 2019, il a été totalement généralisé l'année scolaire dernière à toutes les unités que nous avons créées avec l'appui de l'INDH, et le résultat est que chaque éducateur, aujourd'hui, se sent responsable de ses enfants. Et c'était pour nous un défi pour marquer une rupture avec la logique de notes et d'examens sur laquelle nous avons grandi durant toute notre vie. On fait la classe, on vient à l'école tous les jours, mais pas nécessairement pour apprendre, mais surtout pour passer des examens et avoir de bonnes notes pour pouvoir réussir par la suite. Donc cette petite rupture, moi je pense, c'est le début de quelque chose dans le mindset des éducatrices
et également non, chez les parents et également dans tout le dispositif. Et donc, ceci également pour dire qu'il y a d'autres sujets très importants au niveau de l'évaluation qui peut-être après, une fois sera connecté avec le système scolaire, Massar, etc., permettra d'avoir des données longitudinales qui permettront de faire beaucoup de choses intéressantes. Merci, c'est Aziz, le débat est extrêmement intéressant. Hein. On a dépassé le timing, mais vous comprendrez qu'on ne pouvait pas nous mettre à l'écart de la centralité liée à l'élève. Et donc on lui a donné le temps qu'il faut. Peut-être pour terminer, c'est Mustafa Chidali, raconte-nous ce qu'il y a d'humain dans le rapport à cette méthode et à ce que vous avez vous-même vécu. Moi, j'aimerais conclure par deux messages essentiels qui sont en fait des leçons que nous avons tirées de l'ouverture à l'expertise de nos collègues de Pratam. Le premier message, c'est que cette approche, l'approche TARL, n'est pas seulement une approche de soutien et de remédiation, mais c'est un état d'esprit, ce mindset, qui pourrait nous inspirer pour repenser nos pratiques pédagogiques et de pouvoir intervenir un peu à un stade plus précoce pour procurer les conditions favorables pour un enseignement de qualité. En d'autres termes, si le processus enseignement-apprentissage se déclenche avec des méthodes et des techniques similaires à celles de Tarl, ou du moins inspirées de sa philosophie, nous pourrons garantir une meilleure qualité d'enseignement au profit de nos élèves. Deuxième et dernier message, c'est que nous demeurons profondément convaincus qu'une réforme qui reconnaît le rôle du capital humain, qui valorise le capital humain et tient compte du rôle fondamental aussi de l'enseignant, et là je rejoins ce qui a été cité par Mme Borkia, cette réforme qui assure une formation de qualité et qui procure des conditions de travail plus motivantes. Une telle réforme a de fortes chances de contribuer à la renaissance éducative que nous souhaitons tous. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir nos quatre intervenants, Mme Borkia, M. Fred Abongou, c'est Aziz Keshouh et Mustafa Chidali pour ces excellentes interventions sur le sujet principal qui est la centralité de l'enfant et les méthodes qui ont été mises en place, notamment la méthode TARL. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc sans transition, on reste dans la salle.